Donc, comme je disais, bienvenue à cette table ronde sur littérature et mythologie pour discuter de ce thème. Trois auteurs autour de moi, Brigitte Joseph Jeannet, je présente chacun des auteurs et leur ouvrage rapidement. Donc Brigitte, toi tu as exercé des fonctions importantes dans le domaine de la culture et tu as écrit 2 romans, 5 recueils de nouvelles, un témoignage autour du concert, une biographie de ta grand-mère et la lettre de Pénélope à Homère, dont on va parler maintenant, aux éditions Élan Sud. À côté de moi, François Herbeau, qui est donc un grand vulgarisateur scientifique, si on peut dire, qui a été journaliste, qui a traité à la fois de la préhistoire en Provence, de Pythéas, dont on va parler tout à l'heure, de Marie-Madeleine également, bref, qui est un passionné d'histoire antique et de vulgarisation, et il est là pour ce livre intitulé Pythéas, explorateur du Grand Nord, qui est paru aux éditions des Belles Lettres. J'ai oublié de dire que tu as aussi écrit un roman sur Pythéas qui s'appelle Les Nuits Blanches de Pythéas le Marseillais, qui est bien antérieur à celui. Et au bout de la table, Frédéric Messala, dont c'est le premier roman, Hesperia, des dernières exilés de Troie, aux éditions De Crescenzo. Donc tu es spécialiste de cybersécurité, je crois qu'on peut te présenter comme ça. Tu as déjà écrit d'autres ouvrages, même sous un autre pseudonyme, donc nous n'en parlons pas aujourd'hui. Voilà, donc pour aborder ce sujet, donc littérature et mythologie, vous avez les 3 livres, bien sûr, vous pouvez trouver sur les stands du salon et vous faire dédicacer. Peut-être commencer par une question pour Brigitte. Qu'est-ce qui t'a poussé au fond à revenir à Pénélope, comme on a tous un peu dans l'esprit, la femme qui défait sa toile au fur et à mesure qu'elle l'a fait, qui attend son héros parti au-delà des mers combattre à Troie, qui est donc cette Pénélope. Et tu l'as écrit sous forme d'une lettre que celle-ci adresse à Homère. Tout le monde connaît le rôle qu'il a dans l'Odyssée. J'avais envie de lire, pas de relire, parce que je n'ai lu que des extraits jusqu'à présent, de lire l'Odyssée. Et là, j'ai découvert que Pénélope était un personnage extraordinaire, qui était finalement, peu commenté par Homère, et qu'il était possible de lire entre les lignes, ou de développer, d'imaginer certains aspects de sa personnalité. Alors d'abord, l'Odyssée, j'ai été émerveillée parce que c'est un vrai roman. Un roman, il y a des sources romanesques, c'est plein de rebondissements, vous savez ça, il y a des personnages hauts en couleur, donc je me suis dit vraiment, c'est une source d'inspiration. Et puis tout de suite, je me suis prise d'amitié, de connivence avec Pénélope, avec les sensations, les pensées qui étaient, encore une fois, évoquées rapidement par Homère, et je me suis dit que finalement il donnait beaucoup de place à Ulysse, et qu'il faisait de Pénélope avant tout une faire-valoir, alors qu'elle avait vécu des événements, des jours extraordinaires, qu'elle ne pouvait pas la réduire à ce qu'elle est dans le grand public, c'est-à-dire l'icône de la fidélité, et d'autre part celle qui tisse pendant des années qui est la manière qu'elle a de repousser les prétendants, d'éviter que l'un d'entre eux s'impose comme son nouveau mari. Donc elle a toujours dit aux prétendants, laissez-moi finir le linceul de Laërte. Laërte est le père d'Ulysse, le vieux roi, qui s'est réfugié dans la campagne. Laissez-moi finir son linceul, c'est quelque chose de sacré. Vous ne pouvez pas m'épouser, donc m'emmener loin d'Ithaque avant que ce linceul soit achevé. Ça, c'était une trouvaille extraordinaire. Donc, ces deux choses très, très, très ingénieuses de la part de Pénélope, on les retient, mais on a oublié beaucoup d'aspects, j'y reviendrai peut-être, que je ne veux pas phagocyter le micro, beaucoup de choses, de sentiments qui sont d'une actualité extraordinaire. Donc c'est vrai, j'ai choisi comme style littéraire
d'employer la première personne, et j'ai imaginé qu'outre-tombe, 3 millénaires après qu'elle ait vécu, elle invective, elle apostrophe Homère en lui disant eh bien, il y a beaucoup d'aspects de ma personnalité que tu n'as pas décrite, et finalement, tu m'as fait de moi un personnage secondaire, alors que je suis peut-être un personnage principal, pas tout à fait, mais en tout cas dans les derniers champs de l'Odyssée, une personne très importante et qui est digne de ta plume. Donc, Pénélope, héros de roman, je me tourne vers Frédéric. Donc, toi, tu as pris Énée et tu en as fait un véritable personnage de roman d'aventure, en fait, en racontant toute cette histoire jusqu'à la fondation de Rome. Oui, donc, comme Brigitte, en fait, ma motivation, outre le fait d'écrire un roman que j'aurais aimé pouvoir lire, c'est de réparer aussi une injustice. Parce que quand on pense à la guerre de Troie, on pense bien sûr à Achille, à Agamemnon, à Hector, côté troyen, mais par contre, Énée, il passe vraiment au second plan. D'ailleurs, si vous avez vu le film, il y a. J'ai pas son nom. Le film 3. Voilà, rapide, c'est exactement le mot que je cherchais. Énée, lui, il n'est pas incarné par un grand acteur. Je suis même pas sûr qu'il ait une réplique dans le film, mais on voit vite fait s'enfuir à la fin. Et alors que par la suite, notamment pour les Romains, c'est un personnage qui a une importance centrale et qui a été porté par le poète Virgile au centre d'un grand poème, l'Énéide, qui raconte ce qui s'est passé pour Énée et pour les derniers Troyens après la chute de Troie. Donc c'est à ce moment-là que démarre Moisie. Et donc on va les suivre à la fin de leur exode, un peu comme lui, si on veut faire le tour de la Méditerranée, pour finir par suivre un présage qui leur dit c'est en Italie, donc cette terre qu'ils appellent l'Hespérie ou l'Hesperia, dans laquelle notre avenir va se trouver. Et donc on va suivre ce qui se passe une fois qu'ils débarquent. Oui, donc deux personnages qui sont très probablement des personnages fictifs, mythologiques, avec François et Pythéas. Donc nous ne sommes plus vraiment sur un personnage mythologique, mais sur un personnage historique, mais qui a ouvert les portes d'un mythe. Oui, on peut le dire comme ça. Alors, il faut quand même présenter Pythéas, parce que tout le monde ne le connaît pas. Donc, tu as bien fait d'insister sur le fait que Pythéas était un véritable personnage historique. Donc, dans ce débat littérature et mythologie, chercher l'erreur c'est Pythéas, puisqu'en fait, Pythéas n'est pas du tout un personnage de la mythologie. En revanche, comme tu l'as dit, on peut envisager que par la suite, on verra pourquoi, les travaux de Pythéas, les écrits de Pythéas, ont pu donner lieu à une certaine forme de légende et de mythologie. Pythéas, il a sa place dans ce grand espace chronologique de l'Antiquité, puisque c'est un personnage du IVe siècle avant notre ère, c'est un contemporain d'Aristote, d'Alexandre le Grand, et c'est aussi un voyageur, puisqu'il est parti de Marseille, c'est un grec de Marseille, qui est parti de Marseille jusqu'au cercle polaire. C'est dans ce sens-là qu'on peut l'appeler, on peut le considérer comme le premier explorateur du Grand Nord. Il faut savoir qu'au passage, c'est aussi le découvreur de la Grande-Bretagne. Tout le monde connaît Christophe Colomb comme découvreur de l'Amérique. Les gens savent moins que c'est un Marseillais qui a découvert la Grande-Bretagne. Bon, quand on dit ça, ça fait un peu galéjade, mais c'est la réalité historique. C'est un grec, en fait, de Marseille. Et pourquoi est-ce qu'on pourrait estimer que Pythéas a quelque chose à voir avec une forme de mythologie? C'est que, d'une part, il est découvreur d'une île mystérieuse qu'on connaît sous le nom de Thulé. Et Thulé, on va sans doute y revenir, Thulé est une île qui est située quelque part dans le Grand Nord, qui a donné naissance à une mythologie qu'on pourrait qualifier de moderne. Et d'autre part, l'histoire de Pythéas, qui malheureusement est très mal connue parce qu'il nous reste très peu d'éléments historiques, à cause justement de ces lacunes, a donné naissance à toute une série de légendes et de romans, en tout cas d'histoires romancées, qui peuvent aussi être considérées comme une forme de nouvelle mythologie de Pythéas. Alors, la question que je me posais en ayant lu vos trois ouvrages, c'est finalement, il y a effectivement un regain d'intérêt aujourd'hui pour, disons, l'Antiquité, la mythologie, surtout la mythologie gréco-latine dans ce qui nous concerne,
parce que bien sûr il y a d'autres mythologies, la mythologie hindoue, la mythologie celte, etc. Est-ce que finalement ces personnages, qu'ils soient historiques, complètement mythologiques, est-ce que ça fait des bons personnages de roman? Est-ce que ça fait des personnages de fiction intéressants? Est-ce qu'ils nous parlent toujours finalement? Ou est-ce qu'on ne risque pas, quand on utilise ces personnages-là, de tomber dans l'anachronisme, et de leur projeter sur eux des sentiments ou des idées qui ne sont pas leurs épaules? Je ne sais pas qui veut. Moi, j'ai une petite. C'est sûr que ce sont des personnages extraordinairement romanesques, par ce qu'ils vivent, et ensuite par la complexité de leur personnalité. Donc oui, ce sont des personnages qui restent romanesques. Alors, est-ce qu'on fait de l'anachronisme? En ce qui me concerne, je me suis tenue à ce qui était dans l'Odyssée, c'est-à-dire que je n'ai rien inventé. Mais vous savez que Homère lui-même était anachronique, puisqu'il a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ, et qu'il raconte une histoire qui s'est passée dans le roi au moment des temps mycéniens, des temps beaucoup plus brillants que les temps d'Homère, qui étaient plus obscurs, qui s'est passé au 12e siècle, 13e siècle. La guerre de Troie, c'est 1250, 1300 avant Jésus-Christ. Donc lui-même, il a fait quelques erreurs de temps. Hein. Par exemple, l'écriture n'existait plus du temps d'Homère, au 8e siècle. Elle avait disparu. Alors que je sais qu'autant, parce que j'ai beaucoup lu quand même, je sais qu'autant d'Ida, au temps d'Ulysse, au temps mycénien, l'écriture existait, c'est l'écriture syllabique, un signe par syllabe. Et donc j'ai imaginé aussi que Pénélope, qui était instruite, elle est née à Sparte, elle était fille elle-même d'un roi, Icare, pas le même Icare que celui que vous connaissez, pas celui qui volait, qui est tombé. Elle connaissait l'écriture, donc il y a aussi les morts, on les ensevelissait, ou bien au contraire, on les incinérait. Dans l'Iliade, on les incinère, et dans l'Odyssée, on les ensevelit. Donc c'est un peu peut-être, c'est ce qui fait que ça n'a peut-être pas été chanté, puisque Homère était chanté. Pardon, c'est peut-être ce qui fait que ça n'a pas été chanté au même moment. Et ensuite, comme vous savez, Homère a été transcrit par écrit au 6e siècle. Donc vraiment, il y a eu un temps où l'écriture avait disparu. Donc, est-ce que c'est. Donc, lui, il a commis, Homère, un premier anachronisme en plaçant Pénélope au XIIIe siècle, mais avec sa vision à lui des temps obscurs. Il ne pouvait pas imaginer, par exemple, que Pénélope savait écrire et qu'elle avait des bijoux en or, elle vivait dans le luxe. Et puis aussi, il ne pouvait pas imaginer tout à fait que les femmes avaient un pouvoir, une présence dans la société, et notamment dans les palais royaux, supérieure au XIIe siècle qu'elle ne l'avait au 8e siècle. Il y a eu une sorte de régression. Enfin, c'est une nuance qu'il faudrait parler de la fièvre, mais je ne vais pas m'étendre. Donc, est-ce que moi j'ai été anachronique en m'emparant du personnage de Pénélope? Ben, j'ai essayé que non. D'abord, au niveau du lexique, de la langue, je n'ai utilisé que des mots, je dirais, qui ne sont pas datés, qui ne sont pas d'aujourd'hui. Ce ne sont pas des mots passe-partout, j'ai essayé d'écrire un petit peu de façon un peu poétique. Donc c'est une écriture qui, encore une fois, n'est pas datée, pour que ça ne soit pas justement un anachronisme. Et puis je pense que ce qui est intéressant, c'est que si l'histoire n'est pas anachronique, c'est parce que j'ai essayé de chausser des lunettes d'aujourd'hui, des lunettes de femmes d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que j'ai eu une lecture, et ça c'est la force des chefs-d'œuvre, une lecture datée d'aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai relevé, essayé de mettre en exergue des aspects de Pénélope qui nous parlent. Pour être plus précis, pour vous donner un exemple, et puis je reviendrai vers d'autres exemples si tu veux bien, il y a la question de l'attente et de ce que devient l'amour quand on a aimé quelqu'un qui disparaît. Au bout de 20 ans, est-ce que cet amour est le même que celui qu'on a eu il y a 20 ans? Ça, c'est quelque chose que n'aborde pas du tout, Homère. Bon, moi, je suis très sensible à ce sujet-là, et je l'ai évoqué d'ailleurs dans un autre livre. Et donc, j'ai cerné ça, j'ai essayé de réfléchir à ce qu'était l'attente, et ce que pouvait devenir l'amour quand on attend quelqu'un pendant 20 ans. J'ai fait l'hypothèse que son amour était en quelque sorte figé, vitrifié, et qu'il s'était affadi, pour tout dire. Mais, en revanche, elle avait transposé cet amour
qu'elle ressent, elle a besoin d'aimer sur son fils, leur fils, Télémaque, qui, lorsqu'il y se revient, aura 17 ans, puisqu'il avait 3 ans. Il était un nourrisson lorsque Ulysse est parti à la guerre. Donc, toute son inquiétude, toute sa pensée converge maintenant vers le sort qui sera celui de Télémaque. Ça, c'est un fil rouge de mon livre. C'est évoqué, ce n'est pas contraire à ce que Homère a imaginé, mais disons que j'ai souligné ce fil. D'autant qu'elle est tapissière et que ça lui permet aussi de... Il y a pas mal de métaphores entre la tapisserie et le voyage, entre la tapisserie qu'elle fait, et elle est tissante, et aussi les allers-retours que fait Ulysse dans la Méditerranée. Donc, c'est très dur d'être tissante. Pendant 5 ans, elle a tissé sa toile, elle l'a faite la nuit, mais elle a tissé sa toile. Donc, j'insiste beaucoup sur le métier de tissement, c'est très dur physiquement, elle est très obstinée. Et aussi, donc il y a le thème de l'attente, il y a le thème de l'amour conjugal, de l'amour filial. Il y a aussi, j'imaginais aussi, mais c'est pas contradictoire avec ce qui s'est passé dans ce que Homère nous dit, ce qui s'est passé sans haine de la violence. Et on y reviendra à la tant mieux, parce que c'est très important. François, Pythéas, c'est sans doute un bon personnage de roman, puisque tu en as écrit un sur le sujet, après avoir déjà fait un ouvrage scientifique sur la question, avant d'y revenir maintenant. Alors, Pythéas, personnage de roman, bon personnage de roman, facile. Je peux peut-être répondre un peu sur l'anachronisme. Oui, effectivement, j'ai pris Pythéas comme personnage de roman, et je suis parti sur les éléments historiques à ma disposition. C'est ça l'avantage de travailler sur un personnage qui a réellement existé. Et donc, je dirais, il suffit, entre parenthèses, de remplir les vides, et avec une imagination. Alors là, le romancier qui est totalement libre peut aussi jouer avec l'anachronisme. Bon, moi, mon choix a été de tenir compte justement de l'histoire et des connaissances que j'avais à la fois historiques et archéologiques par ailleurs d'une période. C'est-à-dire que pour écrire ce roman historique, en tout cas la partie historique de ce roman, je me suis informé sur quel était le contexte de Marseille et de l'époque de Pythéas. Et pour ça, on a la littérature de l'époque, on a la chance d'avoir une littérature très abondante au IVe siècle, et aussi le contexte scientifique de cette époque. Donc ça m'a permis d'éviter, tant que possible, je l'espère, les anachronismes. Alors, ce que tu expliques, ce que tu expliques dans ce bouquin, c'est que finalement, on a assez peu de sources de Pythéas, mais suffisamment pour qu'on sache que c'est un personnage historique qui a existé et qui a fait ses voyages. Oui, parce que Pythéas nous a laissé des écrits. Il nous a laissé un traité de l'océan dont il ne reste qu'une seule citation directe. Et le titre. On sait que ça s'appelle le traité de l'océan. Et une seule citation. Pythéas a peut-être aussi écrit un autre ouvrage qui s'appelle Un tour de la Terre. Tout le reste, ce sont des témoignages de 11 auteurs antiques qui nous ont laissé 38 fragments qu'on retrouve dans cet ouvrage. Donc c'est très bien joué. Contrairement à d'autres auteurs, on parlait d'Aristote, on parlait de Platon, qui nous ont laissé une œuvre, je ne dirais pas complète, mais très, très complète, très abondante. Pythéas, ce n'est pas le cas. En tout cas, on a quand même quelques éléments pour nous dire que c'est le premier auteur marseillais de l'histoire. Bon, c'est un auteur grec. Pour l'anecdote, il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, la grande encyclopédie de la littérature française commence par le premier auteur français de l'histoire, qui est Pythéas. Parce que, en fait, c'est une encyclopédie qui est organisée de manière chronologique. Et donc, effectivement, on n'a rien de plus ancien sur le territoire de ce qu'est aujourd'hui la France que l'auteur marseillais. On peut fermer la parenthèse. Et donc, comme personnage de roman, effectivement, c'est assez facile, puisqu'on a cette base historique, on a un contexte, et surtout, on a une curiosité. Un personnage qui a fait un tel voyage, qui a fait une telle expédition, on a vraiment beaucoup de matière pour notre imagination. Mais juste une petite parenthèse, il y a quand même un des auteurs qui est cité dans ton ouvrage qui traite de menteur. Oui, alors ça, là, on revient à la réalité historique. C'est même plus problématique que ça, c'est que
Le principal témoin de l'œuvre de Pythéas, c'est le géographe grec Strabon, qui est un auteur du 1er siècle, qui parle de Pythéas, qui donne plein d'informations sur le voyage de Pythéas, mais qui en même temps dit que ce voyage de toute façon n'a pas existé. Pythéas n'est qu'un menteur. Et il a fallu le travail des historiens, notamment à partir du XVIIe siècle, pour réhabiliter complètement Pythéas et voir qu'en fait ce qu'on sait de Pythéas correspond bien à la géographie réelle. Et donc a démenti en fait les critiques de Strabon. Et toi, Frédéric, alors, Énée, héros de SPF, tu l'appelles pas d'ailleurs pas tout à fait comme ça? Non, j'ai pris Énéas, la version grecque. Oui, c'est ça. Il y a un lien entre le texte que tu connais, enfin, quelques restes qu'on a scolaires de l'Énéide et ton roman en 2 volumes. Quelques changements de nom de terme, c'est parce que tu as utilisé la dénomination grecque, c'est ça? Plutôt la dénomination latine quand j'ai dû, ou alors essayer de retrouver une dénomination plutôt orientale, avec des sonorités qui se rapprochaient, qui aujourd'hui nous évoquent plus pour les noms des personnages troyens, notamment des sonorités orientales. Et comment tu as travaillé? Tu es parti d'Énéide pour... Alors, tout à fait. Donc l'idée derrière Asperia, en fait, c'est de prendre ce poème l'Énéide, d'en prendre une partie, et de raconter la même histoire, mais comme si c'était un roman historique. Donc au niveau, disons, de la géographie, des technologies, je me suis beaucoup documenté sur ce qu'on sait aujourd'hui du Moyen-Orient, de la Turquie et de la péninsule italique à la fin de l'âge du bronze, puisque ce qui nous permet de dater tout ça, c'est le fait qu'aujourd'hui on connaît l'emplacement de Troie, on a fouillé les ruines de la ville, et on pense que la période concernée par la chute de Troie est cette fin de l'âge du bronze vers 1250-1300 avant Jésus-Christ. Et donc, par rapport à là, j'ai cherché comment se étaient les habitants de cette région à cette époque-là, à quoi ressemblaient leurs bateaux, quels étaient leurs rites funéraires, etc., etc. Et pareil, côté italien. Et par contre, du côté des personnages, pour répondre à la question, moi j'ai essayé de retravailler les personnages, puisque l'Énéide, c'est avant tout l'histoire d'Énée. Donc on a Énée, un héros qui est quand même présenté comme un peu l'homme idéal. Alors certes, il lui est arrivé tout un tas de choses dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui est très fort, très juste, très droit. Donc j'ai essayé de donner un grain un petit peu plus romantique, un petit peu plus tourmenté, de le mettre face à des dilemmes, de le mettre face aussi à son passé, aux choix qu'il a dû faire, par exemple d'abandonner son amour, Didon, la reine de Carthage, pour poursuivre sa destinée avec son peuple, ce qui se passe juste avant le début du roman, et puis aussi de mettre en avant un certain nombre de personnages qui sont complètement secondaires dans l'Énéide, mais qui vont là du coup être présentés, avoir leur propre point de vue, avoir des chapitres qui leur sont dédiés, d'autres membres donc, de l'expédition. Il y a des personnages que tu as complètement inventés ou sont tous dans l'Énéide? Non, il n'y a aucun personnage que j'ai complètement inventé, ils sont tous au moins mentionnés nommément dans l'Énéide et ils ont gardé leur nom. D'accord. En tout cas, c'est vraiment comme c'est un roman d'aventure. Voilà, c'est des... Il y a des retournements de situation, il y a des espions, enfin, on a vraiment l'impression d'être dans un roman d'aventure qui aurait pu être écrit de manière très contemporaine. Tout à fait, mais c'était bien l'idée, et d'ailleurs, du coup, j'ai dû sacrifier dans ce processus-là toutes les interventions divines qui pouvaient donner un petit coup de pouce à droite à gauche. Donc j'essaie à chaque fois de trouver des motivations humaines, des tractations politiques, des enjeux personnels pour les remplacer. Alors justement, c'est un point que tu soulèves cette question-là. Est-ce qu'on ne perd pas quelque chose quand on supprime ce qui fait au fond beaucoup la trame de cette mythologie ou de cette histoire antique à travers les interventions divines? Je m'adresse à toi, mais aussi aux deux autres auteurs. Est-ce que finalement, ce qu'il y a dans la mythologie, ça parle parce qu'il y a justement cette notion, je ne sais pas, d'au-delà, de divinité, etc. Est-ce que ce n'est pas une composante importante de ce qui aujourd'hui touche encore dans les histoires de la mythologie? Alors je peux répondre que de mon point de vue personnel, mais c'est vrai que, alors oui d'une certaine manière, mais on peut aussi le voir différemment, au sens où
les dieux tels qu'ils sont présentés dans ce type de mythes ont des comportements qui au fond sont très humains. Donc en fait ils interviennent parce qu'ils favorisent les Troyens ou parce qu'ils favorisent les Italiens pour des raisons qui sont parfois très humaines, très pratiques ou très personnelles. On leur a fait un sacrifice ou ils ont leur fils qui est dans l'armée en question ou quelqu'un d'autre a fait quelque chose qui ne leur a pas plu donc ils vont se venger. Et donc en fait il s'agit juste quelque part de reporter ces motivations-là sur d'autres personnages. Donc on garde quand même la substance, même si on perd effectivement une partie de ces éléments. Dans l'Odyssée, finalement, les dieux sont très peu présents, ce sont les hommes qui sont présents. Ulysse est poursuivi par la colère de Poséidon, c'est pour ça qu'il met 20 ans à revenir, enfin 10 ans plus 10 ans. Mais Pénélope, on a même dit que Ulysse était un grand sceptique en fait. Et l'Odyssée, c'est l'histoire plutôt de la liberté humaine, la force de l'homme face à la fatalité. Les dieux sont peu présents. Alors, Pénélope ne converse que très peu avec les dieux. Elle fait un rêve quand même, mais c'est un rêve psychanalytique qui peut être interprété par les psychanalystes comme tel. C'est qu'elle rêve qu'elle voit un aigle qui fond sur un troupeau d'oies, ses propres oies. Alors elle se tourne vers Euryclée, qui est la servante, celle qui va reconnaître la cicatrice, vous savez, quand il va se faire laver les pieds, Ulysse. Donc elle se tourne vers elle et elle dit quelle est l'interprétation de ce rêve. Euryclée ne répond pas en se référant aux dieux, ni même à Athéna. Elle dit ça veut dire que Ulysse viendra bientôt tuer les prétendants qui t'assiègent, Pénélope. Et Pénélope dit ah bon, bah, c'est très bien, je m'en réjouis, c'est ce que je souhaite. Mais ce qu'elle ne dit pas à Euryclée, et c'est là où c'est un peu psychanalytique plutôt, la mythologie rejoint bien sûr la psychanalyse, ils ont des sentiments profonds, un peu l'inconscient en tout cas, elle se précipite pour vérifier que ces oies sont toujours bien vivantes. Or les oies, ce sont les prétendants. Donc elle ne dit pas ça à Euryclée, parce qu'elle sent bien que là c'est un peu compliqué, les relations qu'elle a avec les prétendants. Il se trouve que peut-être pour moderniser un peu, c'est pas anachronique, j'évoque un peu l'attirance physique qu'elle peut avoir pour tel ou tel prétendant, le fait qu'elle résiste, le fait que c'est difficile d'être pendant 20 ans chaste, et ça c'est peut-être un côté un peu moderne, mais pas forcément anachronique, parce que ces sentiments, ces sensations, elles devaient exister en Pénélope. François, ton point de vue sur ça? Alors, il y a deux éléments en fait que je pourrais aborder par rapport à ce qu'on pourrait appeler le surnaturel. Bon, s'agissant pour Pythéas d'un personnage historique, évidemment, ça paraît évident, le surnaturel n'intervient pas et ne doit pas s'intervenir. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme on en a parlé tout à l'heure, il a été critiqué notamment par Strabon, comme étant en fait un romancier. Pythéas est un menteur, un romancier, un affabulateur. Il a raconté des choses qui ne sont pas vraies. Et il faut savoir que toute l'Antiquité est émaillée d'auteurs qui ont fait travailler l'imagination et qui n'ont pas hésité dans leur imagination à faire intervenir le surnaturel, les dieux, la mythologie, etc. Donc, mais ce n'est pas le cas de Pythéas. Alors, il y a effectivement dans les passages, dans les extraits de Pythéas, un passage assez nébuleux, en tout cas qui a été considéré comme assez nébuleux. Pythéas raconte, alors c'est une citation indirecte, qu'en voyageant vers le nord, en gros dans la zone du cercle polaire, après le cercle polaire, il est arrivé à un endroit où il était plus possible de naviguer. Que, en fait, les éléments, là on rejoint la mythologie, l'eau, l'air, et les éléments se mélangent. Et en fait, on ne peut ni marcher ni naviguer. La mer, la terre et l'air se mélangent. Et les Antiques n'ont pas eu la possibilité en fait d'interpréter cette citation. Aujourd'hui, alors il faut aussi savoir que Pythéas, dans cette citation, dit qu'en fait, il a quand même essayé d'expliquer ce qu'il voyait. Il disait en fait, la surface de la mer, ça ressemblait un peu à un poumon marin. Bon, un poumon marin, bon, donc quelque chose qu'on imagine
ce que ça peut vous évoquer à un moment. Bon, il faut savoir qu'en grec, poumon c'est tout simplement le mot pour dire méduse. Donc, Pythéas a tout simplement dit, en fait, la surface de l'eau ressemblait à quelque chose comme peut-être un banc de méduse ou une méduse. Bon. Si vous confrontez cette description de Pythéas aux explorateurs polaires de notre génération actuelle, que ce soit au siècle dernier, Paul Victor, ou aujourd'hui Jean-Louis Etienne, par exemple, mais ils disent très clairement, mais ça c'est la description du bac, c'est-à-dire l'endroit qui est proche de la banquise où la mer n'est pas encore totalement gelée. Et en fait, la mer se compose de grands cercles, un peu comme des nénuphars. Donc, moi, j'ai envoyé des photos, Jean-Louis Etienne m'a envoyé des photos, où les choses sont très nettes. Donc, pour eux, il n'y a aucun doute, Pythéas a décrit quelque chose de bien concret. Bon. Mais si vous étudiez, par exemple, certains historiens de Pythéas du XIXe siècle, certains se disent ce passage un peu nébuleux, c'est peut-être une tendance de Pythéas de s'intéresser à quelque chose d'un peu surnaturel. C'est un mélange d'intervention, pas d'intervention divine, mais un mélange des éléments, il y a quelque chose de mythologique autour de ça. Bon, en fait, plus on avance dans les connaissances scientifiques, à la fois du milieu polaire, et puis également du texte de Pythéas, au plus on se rend compte que Pythéas a fait une description tout à fait naturelle. C'était un philosophe naturaliste qui a fait une description de l'histoire naturelle telle qu'on verrait dans les ouvrages des grands. Et alors, l'île de Thulé dont il parle, aujourd'hui, est-ce que c'est une utopie au sens original du terme, ou est-ce qu'on pense qu'il a effectivement décrit une île, un territoire, etc. Alors, on est dans le même ordre d'idée. Ce qu'il faut savoir, bon, poursuivons le voyage de Pythéas, au-delà de la Grande-Bretagne, il a considéré qu'au-delà de la Grande-Bretagne, il y a un certain nombre d'îles. Il parle notamment des Orcades. Et puis, il parle également d'une île située à 6 jours de navigation au nord de la Grande-Bretagne. Et il appelle cette île Thulé. Et il la situe exactement sur le cercle polaire. 66 degrés nord, 66,33 degrés nord. Donc, oui, parce qu'il faut dire aussi que Pythéas, c'est le premier à avoir déterminé la latitude précise de Marseille. Oui, c'est quand même un élément intéressant dans son cursus scientifique, si je veux dire. La première ville au monde à avoir eu sa mesure juste, tout à fait juste, a été donnée par Pythéas à cette époque. Et en fait, il est très vraisemblable que l'objectif du voyage de Pythéas était non seulement de voir le soleil de minuit, je dirais que ça c'est un objectif de curiosité, comme tout scientifique peut avoir ses curiosités, mais également, plus pratique, d'établir une table des latitudes qui permet justement d'affiner la géographie de cette époque. Il faut savoir qu'à l'époque de Pythéas, on ignorait totalement l'existence des îles britanniques. Donc les découvertes géographiques de Pythéas sont absolument fondamentales. Et donc, il a donc découvert cette île qu'il a appelée Thulé. Alors est-ce que Thulé, il n'a pas inventé, sans doute que les gens qu'il a rencontrés, sans doute au nord de la Grande-Bretagne, lui ont parlé de cette île qui était située à 6 jours de navigation. Peut-être lui ont-ils dit également que sur cette île, le soleil ne se couchait pas l'été. Bon, en fait, on n'en sait pas beaucoup plus parce qu'on n'a pas les éléments. Alors, la question se pose aujourd'hui de savoir si Thulé, qui est situé donc sur le cercle polaire, est situé en Islande, puisque l'Islande est clairement sur le cercle polaire, ou en Norvège, puisque la Norvège est traversée par le cercle polaire. Il y a deux écoles. Le plus vraisemblable, pour des tas de raisons que j'explique dans mon livre, ce serait l'Islande, mais on ne peut pas totalement exclure la Norvège. Bon. Cela dit, pourquoi est-ce qu'on parle de Thulé en tant qu'élément de mythologie? C'est que bien avant que les historiens modernes se soient intéressés à Thulé et Pythéas, Thulé, depuis sa détermination par Pythéas, a été cité par la plupart des auteurs antiques, par beaucoup d'auteurs du Moyen-Âge, sans d'ailleurs bien la situer, mais elle a été citée comme étant le symbole de la dernière des terres. Et d'ailleurs, la dernière des terres habitées. Ultima Thule. Et c'est pas pour rien qu'au début du XXe siècle,
le nom de Thulé a été donné à un village esquimau, un village inuit, au Groenland, puisque c'était l'endroit au monde où il y avait la plus lointaine terre habitée. Jean Mallory, qui est décédé récemment, a écrit un best-seller qui s'appelle Les Derniers Rois de Thulé. Ce n'est pas la Thulé de Pythéas, c'est la Thulé du Groenland. Et donc, il faut aussi savoir, malheureusement, que Thulé, dernière des terres, a aussi été récupérée par l'idéologie nazie, avec la société de Thulé au tout début du XXe siècle, qui a considéré que cette île un peu mystérieuse, était l'île d'origine de la race aryenne. Bon. Donc, il y a toute une mythologie autour de Thulé. Là, j'en profite. Ce que je disais tout à l'heure sur les réels. Est-ce que finalement les personnages antiques, qu'ils soient historiques ou mythologiques, pardon, est-ce que les personnages antiques, qu'ils soient historiques ou mythologiques, font des formes d'archétypes qui aujourd'hui ont un écho aussi chez nous? On retrouve, alors, je sais pas, il y a le guerrier, on trouve bien dans les déites explorateurs, qui va jusqu'aux limites de la terre, la femme qui attend son mari, le guerrier malin et fort avec Ulysse. Est-ce qu'on n'est pas là sur des archétypes qui finalement dépassent de loin l'Antiquité pour nous parler aujourd'hui? C'est pas l'archétype qui dépasse, parce que justement les archétypes ça vaut pas grand chose, je veux dire c'est très loin de la réalité, c'est simplifié. C'est pour ça qu'on a fait, depuis 2 millénaires, on a fait de Pénélope effectivement une archétype, tu as raison, de la fidélité. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'elle n'est pas que cela. Elle a une quantité de réactions, de sentiments, de conduites qui font d'elle une femme à part entière et pas simplement une femme fidèle, une femme qui n'existerait que par rapport à son mari. Donc justement, ce que j'ai voulu, c'est montrer que Pénélope n'était pas qu'un archétype, que c'était simplifié et appauvrir ce qu'elle était. Mais tu as raison dans la mesure. Pour aller dans ton sens, j'insiste beaucoup sur le côté extrêmement malin de Pénélope, notamment dans son rapport avec les prétendants, etc. Il y a toute une intelligence à laquelle on ne pense pas forcément quand on a ce personnage de Pénélope, qu'on n'a pas étudié de près ce qui en est dit dans l'Odyssée. Oui. C'est vrai qu'elle contribue beaucoup à l'intrigue, tout autant qu'Ulysse. Parce que qui a l'idée de l'épreuve de l'arc? Vous savez, c'est l'épreuve qui consiste à bander l'arc pour envoyer la flèche à travers 12 trous de hache, et seul Ulysse réussit à faire cela, ce qui prouve bien qu'il est le roi et qu'il peut reprendre son sceptre, et qu'aucun des prétendants n'essaye. Télémaque essaye, mais comme par hasard, Ulysse, qui voit dans Télémaque peut-être un rival, arrête Télémaque en disant « laisse-moi faire ». Donc le vieux mendiant se découvre, prouve qu'il est le roi, et grâce à l'idée géniale de Pénélope, qui est d'organiser, et il y a tout un champ là-dessus, l'épreuve de l'arc. C'est elle aussi, parce qu'elle est très ingénieuse, qui va avoir l'idée, comme elle n'est pas sûre que ce mendiant ce soit Ulysse, alors que tout le monde dit que c'est Ulysse, que c'est le roi qui est revenu. Tout le monde, je veux dire Télémaque, le porcher, la servante, mais il ne s'est toujours pas présenté à elle comme étant Ulysse. Et c'est elle qui a l'idée de dire à sa servante devant le mendiant, va donc préparer un lit, transporte un lit qui est dans ma chambre sur le palier, là dans la cour, pour accueillir notre hôte de passage. Et à ce moment-là, Ulysse devient tout blanc, tout tremblant, parce qu'il se dit, mais qui a touché à notre lit? Vous savez que le lit, c'est lui qui l'a construit 20 ans plus tôt, Ulysse, autour d'un tronc d'olivier. Donc il est indéracinable, intransportable. Et donc c'est elle qui a l'idée d'obtenir la preuve par ce moyen du fait qu'il est toujours Ulysse, parce qu'il ne ressemble pas à son ancien amoureux, pas du tout physiquement. Donc elle a quand même 2 traits de génie pour faire avancer l'intrigue. Par ailleurs, son intelligence est évidente quand elle utilise la ruse de la tapisserie qu'elle fait et défait. Donc elle est plus rusée encore. Ne croyez pas que j'aime beaucoup Pénélope, et que je la trouve supérieure à Ulysse, ce serait complètement stupide. Mais elle est aussi très ingénieuse. Plus bêtise, peut-être rusée, encore, aussi rusée. Une question pour Frédéric, finalement, en partant de ton roman. Moi, j'ai eu l'impression que le récit mythologique,
en général, pas seulement l'Énéide, était une forme antérieure du romanesque contemporain. Finalement, au fond, la mythologie, pour les Grecs et les Anciens, ben, c'était notre roman d'aujourd'hui. Je ne sais pas, est-ce que tu ressens cette même impression? Alors, sur le fond, pour moi, oui, au sens où on a à la fois, enfin, pour moi, le roman aujourd'hui, il sert un peu tous les grands objectifs que servait la mythologie à l'époque où on n'avait pas le support écrit, qui est à la fois de porter des messages, de fédérer aussi autour d'un collectif, c'est-à-dire une nation, un peuple, qui se crée aussi par ce type de références partagées, et à la fois géographiquement et dans le temps. Et puis aussi, je pense qu'il y a, enfin, faut pas oublier, je pense qu'il devait y avoir un rôle récréatif du mythe aussi. Ça reste des histoires fortes qu'on aime raconter, partager, représenter chez soi sur des fresques. C'était les séries de l'époque, quoi. Pardon ? C'était les séries de l'époque. Voilà, c'est ça, mais je pensais aussi à Star Wars, par exemple, aujourd'hui. Ouais. On a des gens qui ont des posters Star Wars chez eux, des mugs Star Wars. Bah, à l'époque, on avait des gens qui avaient des fresques qui représentaient des épisodes mythologiques, qui avaient des vases qui représentaient des épisodes mythologiques. Et je pense pas qu'il y ait forcément toujours eu une raison religieuse derrière, mais aussi c'était des histoires partagées, connues, que les gens aimaient avoir représentées chez eux. Par contre, il y a sur la forme, par contre, une différence pour moi entre le roman et le mythe, au sens où le mythe, ça va être une construction collective qui va être enrichie, déformée, avoir de multiples versions, alors que le roman, lui, ça va plutôt être une œuvre, disons, solitaire de la part de son auteur, et puis elle va être aussi figée. Le roman écrit va vraiment le poser tel qu'il est à l'instant T, alors que le mythe, lui, va continuer à évoluer. C'est vrai qu'on se heurte là un peu à une problématique il y a aussi la propriété intellectuelle aujourd'hui, donc le roman a la propriété de son auteur, alors que le mythe, lui, appartient à tous. Alors, je rebondis sur ton idée de Star Wars. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui, la littérature, le roman, ou le cinéma, ou la télévision, peuvent créer des mythes, au même titre qu'il y a eu le mythe d'Ulysse, le mythe d'Achille, etc., le mythe de Pénélope? Est-ce qu'aujourd'hui, la création contemporaine peut susciter de véritables mythes? Je ne sais pas, François, tu as un petit mot là-dessus? L'idée qui me vient, on parlait de Star Wars, mais Terminator, par exemple. Bon, je pense qu'avec l'intelligence artificielle, avec la domination des machines, on peut tout à fait imaginer qu'on soit dans ce style de mythe. Alors après, on est coupé du religieux, complètement d'ailleurs du religieux, c'est tant comment on présente ces choses. Ça, bon, je pense que pour vraiment à cette question aujourd'hui, oui. Après, il faut savoir que ces mythes-là, généralement, je pense que Game of Thrones, par exemple, beaucoup connaissent. En fait, si vous lisez Hérodote, dans certains chapitres d'Hérodote, toutes les grandes thématiques qu'on retrouve dans Game of Thrones, se retrouvent en fait dans Hérodote, qui fait état lui-même, avec un regard critique, justement, de vieilles mythologies qui en fait, auxquelles il ne croit absolument pas. Des géants au-delà d'un grand mur, etc. Enfin bon, la résurrection, des gens qui se transforment en corbeaux, des choses qu'on retrouve très concrètement dans Game of Thrones. Donc là, on est vraiment dans un jeu d'échange entre effectivement mythologie et littérature. Et même à l'époque antique, je ne vais pas m'étendre trop, mais l'un des premiers romanciers de l'histoire, en tout cas, c'est Lucien de Samosate, l'auteur notamment de la fable de l'apprenti sorcier. Lucien de Samosate, qui est donc un philosophe et auteur du IIe siècle de notre ère, qui est, entre parenthèses, l'un des héros de mon roman sur Pythéas. Ce Lucien est un sceptique, un peu un libre penseur, qui se moque vraiment des dieux et de la religion du peuple. Et lui, justement, s'en prend à Homère, s'en prend à toute la mythologie, pour reprendre les personnages, un peu ce que tu fais, reprendre les personnages de la mythologie, pour dialoguer avec eux, pour s'en moquer, pour leur prêter des idées contraires à celles qu'Homère, par exemple, leur prêtait. Donc, relisez Lucien de Samosate, c'est un véritable régal. Moi, je pensais à des personnages. Personnages archétypaux.
plus une personne comme par exemple Don Quichotte. Est-ce que Don Quichotte, au fond, c'est une mythologie contemporaine androgyne? Oui, bien sûr. Il y en a d'autres, par exemple Don Juan, proche de chez nous, où je pensais, parce que tu nous as posé cette question tout à l'heure, je pensais à Lolita. C'est l'archétype de jeune fille victime, en fait, non, abicheuse, mais actuellement on a une relecture de Lolita de Nabokov, on découvre je sais ce que c'est de Nabokov exactement, qui voit plutôt cette petite fille de 14 ans une victime qu'une abicheuse, qu'une provocatrice. Oui, sûrement il y a des archétypes. D'ailleurs, Don Juan, ça a été repris dans un livre de Maria Puche, récent, western, où elle décrit un Don Juan moderne. Donc c'est sûr qu'il y a des archétypes qui traversent comme ça les âges. Plus que des mythologies, ce sont des personnages. Ouais, pour la je pensais aussi aux Trois Mousquetaires, au Comte de Monte Cristo, qu'on a déjà vu adapter 50 fois, c'est même plus forcément. Peut-être dans la celle-ci, mais qui étaient les auteurs d'origine? Est-ce qu'il y a un fondement historique même à ces histoires-là? Est-ce que certains de ces personnages ont existé? Aujourd'hui, on ne sait plus forcément. Je pensais aussi au Seigneur des Anneaux. J'étais dans le train il y a quelques temps et j'entends une fille derrière moi qui dit à sa copine: « Oh non, surtout, ne va pas là-bas. Franchement, c'est le Mordor. » C'est vraiment passé dans la culture populaire, c'est des influences sur tout le développement de la fantaisie, en termes de jeux vidéo, de BD, de littérature. C'est entré dans l'imaginaire collectif. Oui, même Superman ou Spider-Man sont des héros qui sont finalement un peu comme les héros antiques, ils ont une qualité extraordinaire, qui sortent aussi à des obstacles fréquents, etc. Je pense que c'est un bon exemple des super-héros, parce que, à mon avis, comme une bonne partie des gens dans l'Antiquité, on ne croit pas vraiment qu'ils existent, enfin, même on sait qu'ils n'existent pas, mais on a quand même ce partage de leurs aventures, cette entrée dans la culture populaire. Et Hercule, je ne sais pas si quelqu'un a cru un jour sincèrement que Hercule existait, probablement, mais en tout cas à l'époque romaine, je pense que avec le développement des sciences, des technologies, de l'exploration, on se doutait bien que Hercule et les créatures qu'il avait affrontées étaient en partie, au moins imaginaires, même s'il était censé avoir fondé telle ville, être passé à tel endroit, déplacé tel rocher, ouvert telle source. François, Lucien, il en parle de Hercule? Oui. Oui, et qu'est-ce qu'il en dit? Je n'ai pas forcément toute l'œuvre de Lucien en tête, mais c'est un oui, il parle de l'ensemble des héros antiques. Et il s'en moque. Je sais que, notamment Achille, pour rejoindre, en fait, il rejoint Achille, dans son dialogue des morts, il rejoint Achille aux enfers. Alors, vous savez qu'Achille a choisi de mourir à la guerre de Troie, enfin, choisi de mourir, a choisi de combattre à la guerre de Troie au risque de mourir pour garder une gloire éternelle. Et donc, il est mort jeune, il n'a pas vécu. Bon. Et en fait, Lucien lui fait dire l'inverse en disant: oh là là, si j'avais su, je ne me serais pas aventuré dans cette guerre de Troie. J'aurais préféré vivre heureux plutôt que là, il utilise le terme traduit en français par gloriole. Bon, il a été happé par la gloriole et en fait, Lucien fait dire à Achille qu'en fait, il regrette cette gloriole. Bon, après, c'est la liberté de Lucien, bien sûr. Ah oui, mais Achille ne ressemble pas à Ulysse, qui a tout fait pour ne pas partir à la guerre. Mais finalement, il était obligé de partir. Et ce n'est pas un violent, ce n'est pas un guerrier, Ulysse. Quoique à la fin, il est pris d'hubris, il est pris de démesure, comme disent les Grecs, et il tue tous les prétendants, centaines de prétendants, tout à fait inutilement, parce que les prétendants lui avaient proposé une transaction de lui rendre le bétail dont ils s'étaient nourris pendant des années, et de retrouver la paix, mais il les tue tous. Il tue les servantes aussi, les 15 servantes qui ont couché avec les prétendants. Donc ça c'est très actuel, parce que est-ce qu'il y a eu viol, est-ce qu'il y a eu violence, est-ce qu'il y a eu consentement? Et il pose la question, mais pas très nettement, mais c'est évident. Et c'est vrai que les héros ont presque toujours une face un peu sombre, quel qu'il soit. C'est rare qu'on ait des héros complètement. Mais les héroïnes ne sont pas toujours sombres. Non, pas toujours. Circé, Calypso, Nausicaa, elle est très transparente, très pure. Ça dépend.
On peut peut-être passer la parole à la salle s'il y a des questions. Est-ce que quelqu'un peut poser une question? Il me semble me souvenir que lors de la rédaction des scénarios à Hollywood, ils utilisent des spécialistes des mythologies, des mythologues, pour s'appuyer sur ces héros antiques et les faire rentrer dans le récit. Je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. En tout cas, quand on regarde certains blockbusters comme les Avengers, c'est assez évident que ça s'inspire effectivement de la mythologie. Même Star Wars avec le fils qui finit par tuer le père, etc. Enfin, on retrouve beaucoup de ces inspirations, de ces schémas narratifs dans les scénarios de ces films-là. Allez, une autre question. Non, tout est parfaitement clair. Donc je rappelle trois ouvrages. La lettre de Pénélope à Homère, donc, que vous trouverez sur le stand Élan Sud, par Brigitte Joseph Jeannet. Pythéas, de François Herbeau, que vous trouvez sur le stand des Belles Lettres. Et Hesperia, par Frédéric Messala, que vous trouverez sur le stand de l'éditeur Decrescenzo. Voilà, merci de nous avoir suivis pendant ce temps. Et puis, bon salon.